Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui un économiste qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Il est le directeur des affaires économiques de la Commission de l'Union africaine. Il vient de mettre sur le marché un ouvrage intitulé « L'Afrique, un géant qui refuse de naître », paru aux éditions L'Harmattan. Monsieur René Ngueti Akwasi est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. L'Afrique, un géant qui refuse de naître. Monsieur Kwasi, pourquoi le géant refuse de naître? Nous avons observé le développement du continent pendant plus de 2 décennies. Nous observons que, en dépit de l'immensité des ressources qui regorgent le continent, après près de 5 décennies de tentatives de gestion relative de façon autonome, on se rend compte à l'évidence que toutes les politiques sectorielles ont tendance à s'essouffler sans donner les résultats escomptés. Alors, tout porte à croire que, malgré ses ressources, l'Afrique a du mal à naître comme un géant de la planète. Mais est-ce que l'Afrique en a les moyens? Elle a les ressources pour. L'Afrique détient 60% de la surface arable cultivable non encore mise en valeur. L'Afrique a une population de près de 1 milliard d'habitants, très jeune. L'Afrique a toutes les ressources énergétiques, minières, agricoles du monde. Mais quand on se réfère, n'est-ce pas, aux résultats atteints, réalisés, on a comme l'impression que l'Afrique fait du surplace. Mais vous avez déjà planté le décor dans l'introduction en énonçant ce qui contraste avec tous les atouts que vous avez énumérés tout à l'heure. Et vous disiez, citation dans l'introduction, que c'est un secret de polichinelle que l'Afrique détient la palme d'or de toutes les insécurités économiques, financières, politiques, sociales, alimentaires, énergétiques, juridiques, etc. Fin de citation. Avec autant de handicap, est-ce qu'on peut naître? Est-ce qu'on peut faire naître un géant? Oui, mais nous faisons le constat. Nous disons que oui, toute chose égale par ailleurs, l'Afrique peut être un géant. Mais elle ne devient pas le géant parce qu'elle a toutes ces contraintes-là. Donc la question, c'est de desserrer les contraintes. Faire en sorte qu'on reparte sur de nouvelles bases. C'est-à-dire, si l'Afrique continue sur cette lancée, à avancer sans se remettre en cause au niveau de certaines politiques sectorielles, on va dans le mur. Donc quand on va dans l'impasse, il faut avoir le courage de s'arrêter, de repenser la politique, de repenser la voie et de repartir sur de nouvelles bases. C'est ce que j'ai décrit dans le livre, chapitre par chapitre et secteur par secteur. Mais sans être fondamentalement afro-pessimiste, vous mettez le doigt quand même sur certaines choses qui touchent beaucoup les lecteurs. Et vous dites ceci, citation, « Tous les modèles expérimentés pour sortir l'Afrique du cul-de-sac, de la pauvreté et de la misère se sont essoufflés sans atteindre les résultats escomptés. Et ce, dans les secteurs de la vie économique et sociale. » Fin de citation. Mais pourquoi est-ce que les modèles expérimentés n'ont pas abouti? Oui, mais vous prenez l'agriculture. Je dis que l'agriculture, c'est une faillite. Parce qu'après plus de 5 décennies, nous sommes aujourd'hui en 2016, l'Afrique, les indépendances datent de 1960, mais la plupart des pays africains continuent d'importer de la nourriture. L'Afrique n'arrive pas à nourrir sa population à travers sa politique agricole. L'Afrique n'arrive pas à réaliser ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire nourrir la population à partir des produits soi-même. Donc là, on se rend compte que ça ne va pas. Et là, je voudrais, n'est-ce pas, revenir, n'est-ce pas, sur ce que René Dumont disait en 1962. Quand il a publié son ouvrage « L'Afrique nous est mal partie », il se référait à la politique agricole qui accordait plus d'importance aux cultures d'exportation et qui marginalisait les cultures vivrières. Et il avait dit, si l'Afrique ne change pas de cap, les problèmes que nous connaissons sont les résultats. C'est-à-dire, si à l'époque, la prophétie de René Dumont avait été respectée, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais c'est depuis 1962 où René Dumont a fait ce constat. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que les intellectuels africains en ont pris conscience et ont pris les meilleurs repères pour quand même inverser cette tendance-là qu'il a mise en place dont il a fait le constat depuis 1962? Bon, depuis 1962, des politiques agricoles ont été tentées. Les politiques agricoles ont été tentées, est ce que j'ai dit,
mais les résultats escomptés ne sont pas à la mesure. Parce que l'indicateur de mesure le plus pertinent, c'est la capacité d'une agriculture à nourrir sa population, c'est la capacité d'une agriculture à donner même des inputs nécessaires à une politique d'industrialisation. Mais donc, quand on se réfère aux résultats, retenez que l'Afrique importe de plus de 35 milliards de dollars par an pour nourrir sa population. J'ai comme l'impression qu'à des moments donnés, vous avez choisi délibérément de choquer le lecteur afin qu'il prenne conscience certainement. Et je vais vous lire un passage, par exemple. Citation: l'agriculture africaine a failli à sa mission. L'industrialisation du continent est bloquée. Le processus d'intégration continentale a du plomb dans l'aile. L'école africaine a raté sa cible. La gouvernance en Afrique n'est que du bricolage. L'Afrique se trouve dans la tourmente des partenariats que lui propose le reste du monde. Près de 70% d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. L'Union africaine est frappée d'inertie. Fin de citation. Est-ce que c'est une stratégie pour vous de pouvoir aller au-delà, de caresser les gens dans le sens des poils et cette fois-ci de choquer les gens? Vous savez, le livre saint dit que heureux celui qui ne sait pas. Et comme je suis dans la pratique du traitement des questions du développement depuis plus de 2 décennies, j'ai choisi délibérément cette approche pour essayer, n'est-ce pas, de faire ressortir les difficultés. Et le livre ne met pas en lumière seulement les difficultés, le livre fait des propositions. Bien entendu, on reviendra aux propositions tout à l'heure, mais donc il faudrait cette approche a été un choix délibéré pour essayer, n'est-ce pas, de faire croire qu'il y a des problèmes, parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance, je ne suis pas afro-pessimiste, mais il y a une tendance qui fait croire que oui, le taux de croissance en Afrique, c'est 5%, c'est le meilleur taux comparé aux autres régions du monde. Mais 5% en moyenne, c'est encore faible comparé aux besoins abyssaux du continent. Pour qu'un taux de croissance soit un taux de croissance porteur d'espoir, les études crédibles disent qu'il faut au-dessus de 7% et de façon durable. Mais l'Afrique, depuis 2005, c'était 5%, mais aujourd'hui, les statistiques montrent qu'il y a quand même une régression de 3 à 4%. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à avoir les taux de croissance à 2 chiffres. Ça veut dire que les politiques sectorielles que nous avons initiées, développées, mises en œuvre depuis les indépendances, n'arrivent pas à faire décoller le continent, à tout point de vue. C'est pour cela que nous avons pris le temps, n'est-ce pas, de produire ces livres, de faire ressortir les difficultés et de proposer des alternatives secteur par secteur. Dans cet ouvrage de 265 pages, vous disiez dans la préface que les temps changent et les Africains sont conscients des atouts dont ils disposent. Est-ce qu'ils en sont vraiment conscients? Le résultat de cet ouvrage, c'est qu'il y a quand même une conscience. La conscience. Parce que la conscience dont je parle, c'est une conscience qui change fondamentalement les choses, qui amorce des approches de solutions qui changent fondamentalement les choses. Mais on ne sent pas un réel changement. Le changement, il est trop timide. Vous ne le constatez pas? Oui, je crois que à certains égards, votre pessimisme est fondé, parce qu'effectivement, avec un continent qui détient de tels atouts, qui n'arrive pas à s'arrimer à l'économie mondiale, qui est toujours dans une posture de continent assisté, alors que l'Afrique devait être dans une posture, en position d'aider les autres pays en voie de développement. Donc tout ça, ça peut faire croire qu'effectivement, même si on est conscient de la difficulté, on ne dégage pas de moyens conséquents et cohérents pour arriver, n'est-ce pas, à des résultats. Mais les moyens, là, est-ce qu'ils existent? Mais les moyens existent. Quand je parle de l'agriculture, on a la terre. Ça existe. Il ne suffit pas d'avoir la terre. Bon, maintenant, il faut changer de politique agricole. Nous, dans les livres, nous proposons par exemple qu'il est temps au niveau du continent, par exemple, de penser à la privatisation de la terre. Parce qu'on ne peut pas continuer avec des petites exploitations, les paysans qui produisent sans moyens appropriés. Aujourd'hui, on parle de l'agriculture verte. La technologie verte n'est pas accessible à un paysan. Donc il faut qu'il y ait des investissements massifs dans l'agriculture pour permettre à l'agriculture de jouer son rôle premier
d'être même à la base du processus de développement, parce que l'accumulation de capital s'est faite dans l'agriculture. L'agriculture s'est développant, draine, n'est-ce pas, la population vers le secteur secondaire. Il y a vraiment une relation parfaite entre le secteur primaire et le secteur secondaire, et ainsi de suite. Donc nous pensons que l'Afrique doit repenser sa politique agricole en attirant des investissements lourds dans le secteur agricole pour permettre, n'est-ce pas, à l'agriculture de jouer tout son rôle qui va au-delà même de l'autosuffisance alimentaire, parce que l'accumulation du capital doit être d'abord dans le secteur primaire. Merci, M. Nguetia. On va quand même parcourir tout à l'heure, dans la seconde partie de cette émission, les 16 chapitres contenus dans ce livre, la faillite de l'agriculture, l'industrialisation, l'intégration, le bricolage, et ainsi de suite. On va parcourir tout cela dans la seconde partie de l'émission. Mais avant, on va faire un clin d'œil à nos annonceurs, le temps d'une pause. On vous retrouve dans quelques instants, chers téléspectateurs.